de Mizrahi. C'est bon. Troisième, nous sommes très heureux d'accueillir Arnaud Tessier et David Mizrahi, donc de l'hôpital Charles Perrins. David est psychiatre responsable du centre expert schizophrénie et Arnaud Tessier, ingénieur. Ils sont tous les deux donc très actifs, je dirais, surtout dans la schizophrénie. Et ils sont tous les deux insérés dans l'unité de recherche Neurocog de l'INSEA. Et alors, je crois que c'est très bien d'avoir débuté cette première session avec une présentation un petit peu générale, je dirais, des liens entre neurofeedback et pathologie psychiatrique. Et c'est vrai que ce qu'on peut observer, c'est que le neurofeedback, il est surtout utilisé dans les troubles émotionnels, les troubles anxieux, le trouble bipolaire, quand même les troubles du neurodéveloppement, le TDAH, et peut-être moins quand même s'il y a quelques études dans la schizophrénie. Et peut-être une particularité de cette équipe bordelaise, c'est vraiment de se centrer sur la schizophrénie et de voir aussi comment on peut aider ces patients en faisant des enregistrements, en utilisant des outils écologiques comme l'EMA. Et je pense que c'est ça dont ils vont nous parler. Donc, je crois que David va d'abord faire un peu une présentation générale et puis Arnaud, dans le vif du sujet, les ingénieurs, ce sont les protocoles. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, Stéphanie. Je remercie l'ensemble du comité d'organisation, Jean-Marie Bata, Jean-Arthur, Nicoulot, Francky, qui nous ont donc invités à vous parler de ce projet que nous avons de faire du neurofeedback chez des patients souffrant de schizophrénie. Arnaud Tessier donc, va vous présenter un petit peu en détail, je dirais, le projet dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et moi, je vais, en introduction, vous contextualiser un petit peu la situation de ce projet et où nous en sommes. Alors, comme Stéphanie vous l'a dit, je m'occupe déjà depuis quelques années d'un centre expert dédié à la schizophrénie qui participe à un réseau d'une fondation qui s'appelle Fondamental, qui est un réseau national dirigé par Marion Le Boyer à l'hôpital à Créteil. Et donc, nous avons, au cours de nos réflexions et des suivis de corps que nous avons sur les centres experts, évalué plusieurs dimensions dans la schizophrénie. Alors pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec cette pathologie, parce que c'est vrai que neurofeedback et schizophrénie, je pense que ce n'est pas quelque chose dont on entend parler habituellement. La schizophrénie, donc c'est pas loin d'1% de la population. Il y a 600 000 personnes qui souffrent de schizophrénie en France. Sans empiéter sur la présentation d'Arnaud, c'est vrai que pour faire très schématique, il y a trois corps syndromiques, trois grands chapeaux syndromiques dans la schizophrénie, qui sont les symptômes positifs, le délire, les hallucinations, la désorganisation et les symptômes négatifs. Aujourd'hui, ce qu'on sait assez bien soigner, avec le traitement de base, de fond qu'on utilise chez ces patients, c'est les symptômes positifs et la désorganisation avec le traitement Princesse, qui sont en fait les antipsychotiques. Reste toute la composante des symptômes négatifs qu'on va vous détailler. Symptômes négatifs qui sont beaucoup moins, comme leur nom indique aussi, beaucoup moins bruyants et stigmatisants concernant cette pathologie, mais qui sont source d'une incapacité fonctionnelle majeure pour les patients. Beaucoup de laboratoires de l'industrie pharmaceutique sont lancés dans des essais sur d'autres composants pour traiter les symptômes négatifs qui ne seraient pas purement bloqueurs dopaminergiques. Il y a des composés glutamatergiques notamment. On travaille, nous, actuellement, avec un laboratoire sur un composé glutamatergique qui pourrait agir sur notamment les troubles cognitifs dans la schizophrénie, mais on n'a rien de vraiment très efficace aujourd'hui dans ce champ-là. Donc, cette question est revenue régulièrement en discussion au sein des centres et on s'est dit on va essayer de trouver des choses pour traiter les symptômes négatifs.
Et puis, on était parti peut-être sur une table ronde avec Pauline au départ dans ce programme, où effectivement on a rencontré Pauline Favre, Jocelyn Ouenou, son équipe, qui sont arrivés dans sa PHRC. Donc je pense que vous l'avez déjà présenté en fait, ou dans une autre session. Un PHRC, tout à fait, multicentrique, avec l'idée effectivement de ce que je ne connaissais absolument pas, de faire du neurofeedback en IRM, qu'on vient de vous présenter. Je me suis dit, chouette, on va essayer de partir là-dessus. Et on a déposé des projets en PHRC qui malheureusement ont échoué pour différentes raisons. Je pense que c'est une technologie très novatrice. Je pense, on pourra en rediscuter après nos interventions respectives, mais c'est vrai que c'est des protocoles qui sont quand même d'une part assez coûteux, mais aussi qui nécessitent beaucoup de compétences et de temps aussi pour les patients à passer dans les IRM, etc. Et je pense, on nous a recommandé à plusieurs reprises dans la façon dont on a jugé nos protocoles, de faire une étude pilote. Donc voilà où on en est un petit peu dans l'avancée de nos idées. On a revu, je dirais peut-être un peu à la baisse, nos ambitions avec le projet d'une étude pilote, avec une lettre d'intention qu'on a soumise, qui a été acceptée à la Fondation de France pour cette étude, dans un partenariat avec l'équipe de Rennes, avec Jean-Marie Bataille, c'est Jean-Arthur qui nous avait mis en connexion. Et donc là, on est vraiment dans le vif du sujet, puisqu'on doit déposer le dossier complet d'ici une dizaine de jours pour essayer d'obtenir ce financement pour une étude en 2 centres, en fait. On va vous en parler également. Dernier aspect, moi, que je voulais évoquer, on l'a un petit peu évoqué aussi dans la présentation sur la méta-analyse, qui sont l'évaluation psychométrique de nos patients. Et c'est là aussi où je fais le lien avec le centre expert, mais aussi le laboratoire dans lequel nous travaillons à l'INSIA Neurocog, laboratoire co-dirigé par Igor Sibon et Joël Svensson, qui malheureusement, dans des conditions assez dramatiques, est décédé brutalement cet été. Et donc, nous rappelle aussi, dans les protocoles dans lesquels nous étions impliqués depuis des années maintenant, de l'Ecological Momentary Assessment, l'EMA, qui sont pour moi, je rebondis donc sur la question de la psychométricité, qui sont pour nous vraiment un intérêt essentiel dans l'évaluation d'une dimension des symptômes négatifs qui sont extrêmement difficiles à évaluer. C'est aussi une source de réflexion au sein des centres. On a la fameuse échelle PANSS, Positive and Negative Syndrome Scale, qui est l'échelle Princeps qu'on est obligé de mettre dans toutes les études pour évaluer les symptômes chez nos patients schizophrènes, mais qui a énormément de limites quant à mesurer un concept aussi vaste que les symptômes négatifs, comme on va vous le détailler. Donc, Ecological Momentary Assessment, là aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'on va vous en parler, mais c'est vraiment la mesure dans des conditions écologiques de dimensions variées qui sont les émotions, les symptômes, les connexions, les interactions sociales, avec des données qui existent déjà dans la schizophrénie, avec notamment une des doctorantes, Joël Svensson, Maud Dupuis, qui a publié tout à fait récemment, en 2022, des données tout à fait intéressantes sur l'utilisation de l'EMA en imagerie, où elle a pu montrer des variations dans des conditions écologiques de dimension cognitive en lien avec des anomalies mesurées en imagerie. Donc voilà un petit peu je dirais le terreau initial de ce projet-là, de dire on va essayer de mesurer dans des conditions écologiques des symptômes négatifs, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le champ de la schizophrénie, et on va associer ça à une intervention type neurofeedback EEG, puisqu'il n'y existe pas de traitement aujourd'hui des symptômes négatifs de la schizophrénie. Alors, on est convaincu qu'on va y arriver et que les choses vont se développer dans ce sens-là, si bien qu'il y a déjà certains protocoles qui ont obtenu des financements, alors pas vraiment dans le neurofeedback, mais sur des TDCS ou de la RTMF. Notamment, il y a un projet en Île-de-France, un PHRC interrégional avec Charles Laïdi qui va cibler le cervelet, qui fait de la TDCS sur le cervelet, sur les symptômes négatifs de la schizophrénie, et dans lequel on a pu adjoindre aussi une évaluation écologique. Et tout à fait récemment, cette année aussi, une équipe de Strasbourg avec Fabrice Bernat et Jacques Fouché qui vont expérimenter une technique
de RTMF pour les symptômes négatifs. Voilà, donc j'en ai assez pour vous présenter un peu l'état concret de nos réflexions sur cette dimension-là, et donc je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci à vous. Merci David pour cette introduction. Donc effectivement, je ne vais pas parler que de neurofeedback, je vais aussi parler un peu d'EMA pour comprendre un peu ce que c'est, et cela peut vous donner des idées aussi de vous saisir de cette méthode dans certains projets, parce que c'est un outil qui est assez pertinent et puissant pour évaluer certaines choses fines. Et donc, je vais parler de symptômes négatifs. Donc, je vais recontextualiser, le docteur Misrahi l'a bien fait juste avant, mais bon, je ne sais pas, tout le monde n'est peut-être pas familiarisé avec la schizophrénie et ses dimensions. Donc, je vais passer quand même assez vite. La schizophrénie, c'est une maladie mentale de pronostic assez sévère. Elle touche à peu près 1% de la population mondiale. Donc, en France, ça représente à peu près 600 000 patients. Il n'y a pas de marqueur biologique fiable. Donc, le diagnostic, pour le moment, est basé uniquement sur l'entretien clinique, l'avis du psychiatre. Donc, c'est une maladie qui est assez hétérogène, qui est difficile à comprendre et à évaluer, et en plus, son évolution est variable. Quelques chiffres clés, il y a un retard au diagnostic au minimum 2 ans, parfois bien plus, ça a été dit dans la présentation précédente dans les maladies mentales. C'est une population en grande souffrance, il y a une prévalence du suicide d'environ 27%. L'espérance de vie est réduite de 8 à 15 ans, notamment par les effets secondaires liés au traitement médicamenteux. 80% des sujets sont sans activité professionnelle, c'est un chiffre à retenir parce que j'y reviendrai un peu après. C'est des patients qui ont beaucoup de comorbidités addictives, plus de la moitié soit sont fumeurs, tabac, cannabis ou consomment de l'alcool. Et près de 30% souffrent de dépression majeure, en plus de schizophrénie. Alors voilà, comme ça a été dit juste avant par David, il existe donc 3 poules de symptômes, 3 catégories. On a tout d'abord les symptômes positifs. Contrairement au nom, c'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose qu'on a en plus d'un comportement normal. Donc c'est par exemple les idées délirantes, avoir par exemple l'impression que la télé, les messages télé ou radio s'adressent à nous. On a des hallucinations, les plus connues c'est acoustico-verbal, donc c'est entendre des voix, et puis de l'agitation. Voilà, il y a plusieurs symptômes dans cette catégorie. Ensuite, il y a la catégorie de la désorganisation. Donc là, c'est une perte des associations entre émotions, cognition, les affects, etc. C'est un comportement aussi qui peut être altéré. Un exemple, par exemple, on parle de rire immotivé. Donc c'est quand le patient va rire dans une situation qui ne s'y prête pas du tout. Donc là, il est complètement désorganisé. Ça peut être aussi sauter du coq à l'âne dans une discussion. Et puis enfin, le dernier pool de symptômes qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les symptômes négatifs. Donc, ils sont un peu moins connus, et c'est ceux qui, justement, à l'opposé des positifs, c'est ce qu'on a en moins d'un comportement dit normal. Alors, en fait, ces symptômes, il y en a plusieurs dans cette catégorie. Il y en a 5 et ils ont été catégorisés en 2 facteurs. Alors, le premier facteur, c'est la diminution de l'expression, et on retrouve 2 symptômes. Alors, tout d'abord, l'émoussement des émotions, donc que ce soit diminution de la récompense aux émotions et aux expressions, et puis l'alogie. Donc l'alogie, c'est la diminution du discours, que ce soit dans sa spontanéité, son élaboration, etc. Donc ça, c'est plutôt l'expression. Et il y a une autre composante qui est l'apathie. L'apathie, on retrouve 3 symptômes dans cette catégorie. Il y a tout d'abord la volition. Donc là, c'est plutôt la diminution des conduites, que ce soit dans l'initiation ou sa poursuite, et puis des intérêts. On a le retrait social, donc manque de communication, diminution des intérêts ou de provoquer des interactions avec autrui. Et puis l'anédonie. L'anédonie, c'est la diminution du plaisir dans sa recherche, son anticipation et sa récompense. Et c'est un symptôme qui se retrouve aussi dans la dépression. C'est un élément. Alors si on regarde un peu ce schéma, c'est un peu le parcours type de la fluctuation symptomatique au cours de la vie d'un patient souvent schizophrénie. Ce qu'on peut voir, donc il y a les symptômes positifs en rouge et en bleu les symptômes négatifs. Ce qu'on peut voir, c'est que dans la phase prodromale, donc c'est au démarrage de la maladie, et ben en fait, le patient entre dans la maladie avec les symptômes négatifs en majorité. Dans 73% des cas, en fait, ces patients souffrent d'abord de symptômes négatifs avant d'avoir ce qu'on appelle une bouffée délirante ou un épisode psychotique. Et donc, ça a une évolution qui est assez insidieuse. L'âge de démarrage de la maladie, c'est entre 15 et 25 ans en moyenne. Donc, l'évolution est insidieuse, complexe à déceler parce que c'est l'adolescence. Ça peut être aussi confondu avec une dépression.
Donc, c'est assez compliqué à évaluer. Par contre, les conséquences sociales sont déjà très importantes, qu'elles soient sociales, mais aussi socio-professionnelles, scolaires, etc. Et si on regarde la fin de la courbe, on peut voir aussi que dans la phase chronique, donc là où le patient on peut espérer avoir une certaine stabilité dans sa maladie, eh bien, il y a malheureusement encore énormément de symptômes négatifs présents dans plus de 60% des cas. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ces symptômes, ils sont difficiles à identifier. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, l'expression clinique, elle est moins évidente et très hétérogène. Ensuite, comme je le montrais avec la courbe tout à l'heure, généralement, le premier contact d'un patient avec la psychiatrie, c'est souvent lorsqu'il présente des premiers épisodes psychotiques, donc des symptômes positifs. Et donc, c'est ce que va repérer en premier lieu le clinicien, et les symptômes négatifs peuvent être plus masqués. Donc, ça va être plus difficile à identifier et à traiter. Et puis, le patient lui-même ne peut ne pas avoir conscience en fait, de souffrir de ces symptômes. Notamment dans la schizophrénie, on parle d'insight. L'insight, c'est avoir la conscience de la maladie, quels que soient les symptômes, mais dont les symptômes négatifs. Et puis, comme je l'ai dit, ils peuvent être aussi confondus avec les symptômes affectifs, dont la dépression. On a un symptôme qui est commun, l'anédonie, et puis 30% des patients souffrent aussi de dépression. Donc, ça peut être un facteur confondant. Et voilà, dans une hospitalisation, souvent, les patients hospitalisés, c'est quasiment toujours pour motif de symptômes positifs, de bouffées délirantes, mais rarement pour des symptômes négatifs. Donc, c'est toujours un peu la priorité clinique. Et enfin, ces symptômes négatifs, eh bien, ils restent assez difficiles à modéliser chez l'animal en études précliniques. Alors, il en existe quelques-unes, hein, malgré tout, hein, mais c'est souvent sur une dimension ou un symptôme, comme par exemple les interactions sociales entre deux souris, etc. Ça peut se faire. Alors, ces symptômes, en plus d'être difficiles à identifier, sont difficiles à traiter, comme l'a dit David en introduction, parce que le traitement majeur de la schizophrénie, ce sont les antipsychotiques ou neuroleptiques. Et ces traitements, eh ben, ils n'arrivent qu'à soigner les symptômes positifs et en partie la désorganisation, mais aucun effet sur les symptômes négatifs. Donc, c'est un vrai problème. Et du coup, alors, il y a eu bien sûr d'autres alternatives et d'autres recherches qui ont été faites pour essayer de trouver des solutions face à ces symptômes. Alors, notamment, il y a les approches psychothérapeutiques, TCC, remédiation cognitive, etc., qui ont une preuve d'efficacité. Hein. Il y a cependant quelques limites. Ce sont des thérapies assez longues. Ça demande un engagement du patient. Les symptômes négatifs, c'est justement des fois difficile pour ces patients. C'est des thérapies qui restent malgré tout peu répandues. Elles sont plus souvent en contexte hospitalier. Il faut du personnel formé. Donc, ça demande voilà, une expertise et on trouve moins de professionnels en libéral. Et si c'est en libéral, ce sont des thérapies souvent payantes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 80% de ces patients ne travaillent pas, donc ils ont des revenus très faibles, c'est souvent l'AAH ou ce genre de choses. Donc, c'est très compliqué pour eux d'accéder à ces thérapies en libéral. Et enfin, donc, il y a eu d'autres approches donc, de neuromodulation, par exemple RTMS, TDCS. Donc, il y a eu une preuve d'efficacité, je vais en parler un peu plus tard. Un peu de reclasser certains médicaments comme la mémantine avec l'hypothèse glutamatergique avec les récepteurs NMDA. Voilà, il y a quelques essais cliniques qui montrent une certaine efficacité de cette molécule. Et puis, sinon, il y a aussi quelques essais cliniques sur des traitements qu'on appelle adjuvants. C'est des petites molécules qu'on peut donner en add-on d'un antipsychotique comme la N-acétylcystéine, l'ocytocine ou la minocycline, où voilà, il y a quelques effets sur les symptômes négatifs. Donc, ça mérite d'être creusé. Un mot très rapide, juste pour parler un peu des coûts de ces maladies, de données médico-économiques. Il y a eu une revue, une analyse qui a été faite en 2013 française sur justement le coût des maladies mentales en France. Ils ont dissocié deux choses, donc les coûts directs et les coûts indirects. Et en final, ce qui est un peu surprenant à premier abord, enfin ce qu'on ne s'attend pas, c'est que les coûts directs représentent que 35%. Et ces coûts directs, c'est pourtant ce qu'on va s'imaginer le plus classique dans le parcours de soins d'un patient. C'est la consommation de médicaments, c'est les consultations ambulatoires, les hospitalisations, etc. Et dans ces coûts directs, si on reprend le parcours du patient souffrant de schizophrénie, c'est là où il se retrouve majoritairement en acute state, c'est-à-dire en prédominance de symptômes positifs. Alors qu'au final, les coûts indirects, ceux qu'on imagine le moins, représentent presque 2/3 des coûts. Et c'est les taux de chômage élevés, je l'ai dit, 80% ne travaillent pas. C'est les indemnités qui peuvent être versées du coup en compensation. Généralement, ils touchent l'AAH ou ce genre d'aide sociale. Et puis, c'est aussi le fardeau et le soin qui peut être porté aux aidants de ces patients.
des études montrent que voilà, les aidants de patients de schizophrénie ont plus risque de développer une dépression notamment. Donc, dans ces coûts indirects, c'est là où le patient se retrouve majoritairement en residual state, comme c'est dit, et c'est là où on a une prédominance des symptômes négatifs. Et donc de ce constat et donc de ces problèmes est sorti deux hypothèses et deux nécessités sur lesquelles on a voulu travailler et monter un projet, donc en collaboration, et donc que j'ai voulu souligner dans cette introduction. C'est tout d'abord mieux comprendre, mieux évaluer les symptômes négatifs et comprendre un peu leurs fluctuations aussi au quotidien chez le patient. Et pour cela, donc, utiliser l'EMA, l'Ecological Momentary Assessment, donc je vais le présenter en première partie. Et puis la deuxième nécessité qui est bien évidemment d'innover, de trouver une alternative thérapeutique pour essayer de traiter ces symptômes en particulier. Et donc, pourquoi pas tenter le neurofeedback. Alors, concernant l'EMA, classiquement, comment on évalue les symptômes dans les maladies mentales, dont la schizophrénie? Ça a été dit tout à l'heure dans la présentation de Pamela et en introduction par David. On utilise des échelles classiques standardisées. Le gold standard dans la schizophrénie, c'est la PANSS. Donc voilà, c'est une échelle d'hétéro-évaluation menée par un professionnel de santé. Et donc, c'est un entretien semi-structuré. Le but, c'est d'évaluer toute une catégorie de symptômes et de les coter. Donc, c'est basé à la fois sur le discours et le comportement du patient. On peut bien entendu aussi interroger directement le patient au moyen d'auto-questionnaires, quelque chose de classique. Voilà, il en existe un spécifiquement sur les symptômes négatifs de la schizophrénie. Et puis, on peut aussi interroger l'entourage. Il existe des auto-questionnaires voilà, dédiés soit à l'entourage proche de la famille, par exemple, ou ça peut être aussi un soignant en contexte hospitalier, par exemple, où souvent les IDE de secteur peuvent suivre des patients de manière hebdomadaire. Là aussi, basé sur le discours et le comportement. Et il existe justement une version de la PANSS modifiée, adaptée à cette catégorie. Mais ces méthodes d'évaluation traditionnelles présentent de nombreuses limites. Tout d'abord, elles restreignent la variation et la fluctuation symptomatique du trouble. Quand on voit le patient, c'est un instant T. Alors, le moyen de pallier à cette limite, ce serait de faire des études longitudinales, mais tout dépend le rythme des visites, si on veut capturer des fluctuations fines ou pas. Donc, ça reste une limite. Cela néglige aussi la covariation des symptômes et les phénomènes associés, cognition, émotion, etc., consommation de substances qui peuvent déclencher ou être la conséquence de certains symptômes. La majorité des études s'effectuent soit en laboratoire, soit à l'hôpital, et donc il y a un effet blouse blanche. Alors ça a notamment été conceptualisé avec la pression artérielle, mais on peut le voir aussi dans la psychiatrie, et notamment la schizophrénie, avec une amélioration de l'observance quelquefois quelques jours avant la venue à l'hôpital. Donc voilà, se sentir testé altère le comportement naturel du patient. Et puis, on a une absence des données contextuelles et des effets environnementaux. Qu'est-ce qui peut, dans l'environnement du patient, déclencher certains symptômes? Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant parce qu'à l'hôpital, on ne peut pas le capturer. Et puis enfin, il y a un énorme biais, c'est le biais de remémoration. Quand on voit le patient, c'est un instant T, mais si on lui pose des questions rétrospectives sur comment vous sentez-vous il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, eh ben, il ne s'en souvient pas forcément du fait de la maladie, du fait des troubles cognitifs, et peut-être même de ne pas en avoir conscience qu'il a eu une bouffée de symptômes. Donc ces méthodes et questionnaires restent malgré tout le gold standard, je ne veux pas les dénigrer dans ma présentation, mais elles restreignent des phénomènes fins que l'on pourrait capturer avec une autre méthodologie dans l'environnement du patient. Et donc ça a été l'idée de notamment Stone et Schiffman en 1994, c'était de créer l'EMA, donc l'Ecological Momentary Assessment. Alors en 1994, voilà, l'image n'est pas très lisible, mais j'ai trouvé cette image assez sympathique. C'était papier-crayon du coup. Et donc là, c'était une patiente, Lorraine, qui devait renseigner certaines dimensions. Donc la première colonne de points, c'est les émotions, plutôt sad ou angry, non, happy. Moi-même, je ne vois pas très bien. Bref, mais c'est pas grave. Et donc sur la colonne de droite où il y a du texte, en tout cas, elle pouvait aussi renseigner des données contextuelles, des émotions, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, on peut voir, après, c'est assez visuel, la courbe de fluctuation des symptômes et qu'on peut relier avec un contexte. Alors aujourd'hui, et ça fait un peu le lien avec les mots d'introduction de Pierre-Félix, c'est que ça s'est digitalisé. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et donc on peut créer des applications pour directement interroger le patient avec un outil numérique. Et en plus, ça facilite, on l'a tous dans la poche, il y a des alarmes, etc.
Et donc, le principe aujourd'hui, voilà, c'est de collecter les données directement dans l'environnement du patient. Donc, c'est le côté écologique. Les réponses sont en temps réel, donc c'est le côté momentané. Concernant les évaluations, on peut avoir des approches qui combinent. On est basé sur les événements, c'est-à-dire que le patient va être, on va lui demander de renseigner un questionnaire à chaque fois, par exemple, qu'il consomme du cannabis ou qu'il a une crise d'angoisse, ce genre de choses. Donc là, c'est un contexte. Et sinon, on peut se baser sur le temps. Donc le temps, c'est-à-dire qu'on va définir une plage d'éveil classique du patient, par exemple 9h, 21h, et on va programmer 5 questionnaires, par exemple, sur cette plage horaire. Donc, c'est à des heures aléatoires, le patient ne peut pas se préparer, ça va sonner, il sera peut-être dans son canapé, peut-être dans les transports, mais il devra répondre voilà, rapidement, sinon ça se verrouille. Et donc là, on peut capturer vraiment un effet contextuel de ces symptômes. Et l'idée, bien sûr, c'est de répéter ces évaluations sur plusieurs jours pour avoir une variation à la fois temporelle et contextuelle. Alors, un exemple de projet donc, qui a été mené du coup dans le laboratoire que parlait David en introduction, c'était le projet du coup d'un doctorat. Je ne présente qu'un seul résultat car on en a eu beaucoup, avec aussi des aspects neuroimagerie. Donc là, ce n'est pas de neuroimagerie, je vais juste parler de liens entre fonctionnement cognitif et les symptômes dans la schizophrénie. Donc elle a donné des EMA à des patients souffrant de schizophrénie. Et notamment, il y avait des questions sur les symptômes positifs. Donc là, j'ai mis 2 exemples. Il y en a un sur les hallucinations justement acoustico-verbales, ou enfin hallucinations tout court, et sur aussi la désorganisation. Il y a ensuite eu des tests cognitifs. Il y a eu, donc on peut voir à gauche, une fluence verbale, donc donner un maximum de mots avec la lettre indiquée, et puis un test de Stroop sur l'inhibition. Et puis, il y avait des expériences émotionnelles, joie, tristesse, etc. Et alors, le résultat très intéressant qui a été retrouvé, c'est que par des modèles d'analyse hiérarchiques, il y avait une association entre les troubles cognitifs et les symptômes positifs. Les troubles cognitifs et les symptômes positifs. Et plus précisément, en fait, quand à un instant T1, il y avait une diminution des performances au Stroop, et bien à l'instant T2, donc le questionnaire d'après, qui généralement est 2-3 heures après, il y avait une association et une augmentation significative des symptômes positifs. Donc là, on a vraiment un facteur prédicteur. Donc ça montre la puissance de l'outil, c'est que dans l'environnement du patient, on peut presque capter la survenue de symptômes positifs. Alors bien sûr, voilà, je parlais d'un projet qui a été mené dans notre laboratoire. L'idée, c'est de nous intéresser aux symptômes négatifs. Alors bien sûr, il y a eu des études dans ce champ, environ une dizaine, parce que c'est assez récent quand même. La petite limite, c'est que souvent, elle cible que certaines dimensions des symptômes, un peu comme l'imagerie, c'est les émotions, la recherche de plaisir, etc. Alors là, j'en cite une qui est assez intéressante et assez récente, où ils ont combiné justement l'actimétrie, mais aussi donc l'EMA avec la neuroimagerie. Et donc le résultat qu'on peut voir donc sur la droite, c'est qu'ils ont retrouvé une association entre le changement de signal dans le striatum ventral droit et l'apathie. Donc si vous vous souvenez, c'était une des deux facteurs qui composent les symptômes négatifs de la schizophrénie. Donc voilà, pour conclure cette première partie, l'EMA, ça peut fournir des données d'information très précises sur l'expression des symptômes, donc en temps réel, dans le quotidien du patient, pour avoir des données aussi contextuelles. Et donc, ça paraît intéressant pour les symptômes négatifs. Combiné, donc par exemple, à l'IRM, ça peut en plus avoir des données sur les mécanismes physiopathologiques sous-jacents, et voire même, si on veut après avoir une intervention ciblée, personnalisée, voilà, avoir des cibles thérapeutiques individualisées. Alors maintenant, comment traiter ces symptômes et donc le neurofeedback? Alors, il y a eu une revue de la littérature en 2020, donc il y a à peine 2 ans, qui est sortie sur le neurofeedback dans la schizophrénie, donc sur toutes les modalités, pas que IRM fonctionnel, comme ça a été présenté juste avant. Donc, je vais tout d'abord parler de EEG. Ce qu'on peut voir à peu près, c'est qu'il y a très peu d'études, il n'y en a que 8. Dans l'EEG, et on peut voir que c'est assez hétérogène, donc il y a notamment beaucoup, c'est des case reports, il n'y en a que 3 qui ont des groupes contrôle. Je ne vais pas toutes les détailler, mais il y en a 3 dont je vais dire un mot, parce que ce sont les 3 seuls qui ont des résultats significatifs sur la dimension négative des symptômes. Alors la première méthode, le premier article de Pazzucchi, c'est un double case report. Donc voilà, donc ils ont traité notamment ils ont essayé d'améliorer le SMR, le sensory motor rhythm, et puis réduire les ondes θ, augmenter les ondes bêta.
En fait, bon, leur approche, leur hypothèse de travail n'est pas basée sur la physiopathologie de la schizophrénie. En fait, ils ont fait de la littérature et observé qu'il y avait une efficacité dans le TDAH et dans l'épilepsie sur cette approche. Et donc, ils ont voulu tester sur 2 patients souffrant de schizophrénie si cette approche pouvait améliorer globalement les symptômes. Ce n'était pas forcément un symptôme négatif, hein, c'était aussi positif, la cognition, etc. Et bon, ils ont obtenu en tout cas une diminution des symptômes négatifs sur l'échelle PANSS que j'ai présenté tout à l'heure. L'autre article de Nantes de 2017, donc là c'est aussi un case report, un seul patient, et donc là ils sont partis aussi sur une approche alors globale. Ils ont regardé quelques études EEG et voyant qu'il y avait des désordres sur certaines zones, donc pas ciblés forcément symptômes négatifs, donc ils ont voulu améliorer ça chez un patient. Et aussi, leur approche était une étude pilote pour voir si c'était déjà faisable chez les patients souffrant de schizophrénie. Et de manière intense, ils ont voulu combiner toute leur approche sur 4 jours. Donc, il y a eu 12,5 heures de neurofeedback sur 4 jours. Et donc, bon, ils ont réussi à mettre en place ce protocole et ils ont obtenu une réduction des symptômes négatifs. Une limite, c'est que déjà, ils n'ont pas utilisé d'échelle, c'était juste le jugement clinique. Donc, la présentation de l'article, à l'introduction, le patient était très, très, très symptomatique, et puis à la fin, il n'y avait plus du tout de symptômes. Donc, bon, il y a une petite limite, mais cela dit, il souligne que le patient a repris son travail, donc bon, ça reste quand même encourageant et je ne vais pas critiquer. Enfin, la dernière étude, voilà. Une approche encore différente, alors là, beaucoup plus de patients, 51 sujets, bon, pas de groupe contrôle, et une approche vraiment différente, où en fait, ils ont pris donc ces patients, ils ont arrêté les traitements médicamenteux, antipsychotiques, etc., ils les ont lavés de tout traitement. Ils ont ensuite fait un EEG quantitatif, et ils ont voulu voir toutes les anomalies, et partant de ces anomalies, pour chaque patient, ils ont décidé de toutes les traiter sur chaque onde, chaque électrode. Vraiment, ils ont voulu normaliser le scalp par rapport à un patient témoin contrôle. Donc, ils ont traité le frontal, bon, je ne détaille pas, temporal, pariétal, occipital. Voilà, ils ont tout traité. Et du coup, ça a été une approche très fastidieuse. Ils ont eu en moyenne, hein, les patients, plus de 58 heures de neurofeedback. Donc, ça reste assez impressionnant vu en plus le type de population. Donc, le résultat, en tout cas, qu'on peut voir donc à droite, c'est que sur la PANSS, ils ont eu une réduction significative sur tous les symptômes, positifs, négatifs, généraux, la PANSS totale. Donc, en conclusion de cette revue sur l'EEG, c'est que le neurofeedback EEG, en tout cas, ça semble possible sur ces patients. Clairement, il y a une preuve de faisabilité et d'efficacité, mais ça reste quand même à répliquer dans un essai randomisé contrôlé de bonne qualité, comme le soulignait Pamela dans sa présentation, avec un groupe de contrôle, etc. Et puis, il y a la question aussi de la cible, parce qu'on peut voir que chaque approche, là, pour le moment, est hétérogène. Pour les autres études que je n'ai pas parlé, bien entendu, c'est que leur approche ou leurs résultats se sont concentrés majoritairement sur les symptômes positifs de la schizophrénie. Concernant l'IRM fonctionnel, donc je suis reparti justement de la revue de la littérature qu'a fait Pamela et Pauline. Dans la schizophrénie, on retrouve que 5 études de neurofeedback IRMF, donc sur la schizophrénie, et donc 4 sur 5, pareil, symptômes positifs ou ce genre d'aspect, et une seule étude s'est concentrée sur les symptômes négatifs. C'est l'étude de Ruiz de 2013. Donc il y a 9 patients, pas de groupe contrôle, et eux, donc ils avaient le postulat, de s'intéresser notamment aux émotions. Bon, je pense qu'à l'époque aussi, c'était plus facile à étudier et à implémenter avec une tâche IRM fonctionnelle, et donc justement, ils ont fait une tâche de reconnaissance faciale des émotions. Donc, ils ont fait 12 sessions de neurofeedback, et à la fin, ils obtenaient une amélioration significative des symptômes, une réduction de ces symptômes, et une amélioration de l'activation insulaire et bilatérale, droite et gauche. Donc, ça montre en tout cas que là aussi, le neurofeedback IRM fonctionnel, c'est possible chez ce type de patient. Là encore, preuve de faisabilité et possible efficacité, ça reste encore à confirmer avec des essais randomisés contrôlés de meilleure qualité, un groupe contrôle, comme l'a présenté Pamela juste avant. Alors, la question après que l'on peut se poser, OK, faisons une étude, mais quelle est la cible? Alors là, je présente 2 modèles, alors ils sont équivalents, hein, c'est juste 2 revues de la littérature différentes, mais qui présentent schématiquement la physiopathologie des symptômes négatifs dans la schizophrénie.
Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, hein, c'est très complexe. Bon, ça implique évidemment plein de structures, surtout qu'il y a plusieurs symptômes, donc c'est assez complexe, avec des circuits donc dopaminergiques et glutamatergiques. Ce qu'on peut retenir juste, c'est que si on veut avoir une approche G, évidemment, il faut se concentrer sur une approche plutôt corticale parce qu'on n'arrive pas à cibler les zones sous-corticales. Et le seul cortex qui semble donc être impliqué et altéré chez ces patients, avec bien sûr des sous-parties frontales, etc. Et puis, si on veut faire de l'IRM fonctionnel, alors là, soit avoir une approche par structure ou sinon par connectivité, mais les réseaux. Mais on peut voir en tout cas qu'il y a le striatum ventral, qu'il y a le pallidum, qu'il y a le thalamus, l'amygdale, bon, beaucoup de zones en tout cas. Alors, si on veut avoir une approche G, bon, comme je viens d'un peu de le dire, l'évidence sur le postulat sur lequel nous on est parti, c'est de cibler le cortex frontal. Beaucoup d'études vont dans notre sens. Alors, j'en cite que quelques-unes, mais il y en a beaucoup, et c'est d'où aussi sont sortis les modèles physiopathologiques que j'ai présentés juste avant. Donc, par exemple, il y a une corrélation négative entre l'intensité des symptômes et la connectivité fonctionnelle au repos entre le striatum et le cortex orbitofrontal. Donc, on a un lien cortical, sous-cortical et l'intensité des symptômes. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est l'Enigma Consortium. L'Enigma Consortium, c'est un consortium international qui rassemble des données de neuroimagerie du monde entier pour essayer de faire des méta-analyses, parce que les données de neuroimagerie, comme on sait souvent, l'effectif, le nombre de patients peut être assez faible du fait de la méthode et des coûts. Et donc, eux, ils rassemblent ces données pour essayer de faire des méta-analyses et avoir des effets cliniques intéressants et des résultats robustes. Et donc, ils ont publié un article justement sur les symptômes négatifs et la seule corrélation qu'ils obtenaient, c'était l'épaisseur corticale, une réduction de l'épaisseur corticale dans leur cortex préfrontal. Donc là aussi, ça renforce l'hypothèse du préfrontal. Concernant les ondes qui sont altérées, plusieurs articles sont sortis, notamment concernant les ondes alpha. Il y aurait une augmentation qui est relative de la puissance alpha dans les régions préfrontales et ça corrèle avec la dimension, là encore, négative des symptômes. Et également une étude plus récente dans une bonne revue qui aurait aussi une augmentation des ondes delta au cortex frontal. Alors là, ce serait que droit, ce serait asymétrique, qui sont associés aux symptômes négatifs. Enfin, j'avais dit que je reviendrai dessus, c'est le moment. Les approches neuromodulatrices RTMS, TDCS, juste un petit mot, c'est qu'il y a eu une méta-analyse qui est sortie en 2018 et qui s'est intéressée justement à ces deux approches sur le cortex frontal pour traiter les symptômes négatifs. Et ces deux techniques, donc grâce à la méta-analyse, montrent une efficacité modérée pour traiter ces symptômes. Donc, ça, pour faire le parallèle, ça montre qu'en tout cas, une approche neuromodulatrice du cortex frontal pour traiter ces symptômes semble pertinent. Enfin, si on veut s'intéresser à une approche plutôt IRM fonctionnelle, alors on est parti sur le postulat, mais qui est discutable, de cibler, nous, le striatum ventral, ou du moins la connectivité entre le striatum ventral et peut-être donc le cortex frontal. Donc, c'était justement ce que je montrais dans la diapositive avant. Donc là aussi, il y a beaucoup d'études, notamment de neuroimagerie, qui montrent l'association entre ces symptômes et l'activation de ces zones. Donc, par exemple, là, j'en cite une sur la corrélation négative entre l'anédonie, donc un symptôme très spécifique qui peut se retrouver dans la dépression, entre l'activité réduite de l'amygdale bilatérale et du striatum ventral droit lors d'une tâche émotionnelle en IRM. Il y a également une corrélation négative entre l'activation du striatum ventral pendant l'anticipation de la récompense et l'apathie. Là, on peut voir à droite que c'est corrélé uniquement avec la dimension apathie, mais pas avec la dimension diminution de l'expression. Donc là, on cible qu'un facteur des deux facteurs que j'ai présentés en intro sur les symptômes négatifs. Et enfin, une autre étude que je cite sur l'activation BOLD dans le striatum ventral bilatéral qui diminue à mesure que les symptômes négatifs augmentent, et notamment, là encore, l'apathie. Donc, on serait assez spécifique sur les symptômes. Et si vous vous souvenez tout à l'heure, quand j'ai parlé d'EMA, l'étude que j'ai citée sur symptômes négatifs, ils avaient fait de la neuroimagerie et retrouvé aussi une association apathie et symptômes négatifs. Donc, je ne l'avais pas choisi au hasard. Enfin, un petit mot d'ouverture, comme l'a dit le docteur Mizrahi juste avant, c'est qu'à l'origine, on était parti sur une collaboration avec une approche IRM fonctionnelle. On a déposé plusieurs PHRC. Malheureusement, on a été un peu refusé par les reviewers, notamment pour des raisons classiques. L'IRM, c'est coûteux. Les patients, il y a une hétérogénéité des machines en France, donc ça peut créer des biais. Est-ce que tout le monde va y avoir accès, etc. Bon, des reproches assez classiques. Et des chercheurs se sont intéressés justement à peut-être avoir une certaine portabilité de l'IRM
et en fait, de pouvoir passer de l'IRM à l'EEG. Alors, ça a fait l'objet d'une présentation de Jean-Marie Bataille sur le webinaire Next en mai dernier. Donc, je vous invite à regarder. Moi, je vais que vulgariser en quelques mots, car ce n'est pas du tout mon domaine. Mais l'idée, donc c'est une équipe israélienne qui s'était dit, est-ce qu'on peut justement avoir un signal d'une structure IRM, mais en EEG, et pouvoir le traiter en EEG. Donc, ça crée une portabilité. C'est une méthode complète qui est pure de machine learning, algorithmes, etc. Mais l'idée, c'est qu'ils faisaient un EEG et une IRM fonctionnelle en même temps, et ils ont réussi, avec ces modèles mathématiques, à extraire le signal d'une structure sous-corticale et pouvoir ensuite le traiter en EEG. Et si j'en parle, c'est que ils ont réussi à valider cette technique et ensuite à faire du neurofeedback. Alors, ce n'était pas dans la schizophrénie, c'était sur le trouble de stress post-traumatique. Et ils ont réussi à montrer une réduction des symptômes chez ces patients en ciblant l'amygdale. Et donc, voilà, donc, le neurofeedback semble possible, c'est une approche. Et ensuite, ils ont d'ailleurs fait une IRM fonctionnelle après traitement pour voir que c'était bien l'amygdale et l'activité de l'amygdale qui avait bien été modifiée. Donc, il y avait une validation après. Et donc voilà, si j'en parle, c'est qu'aussi Jean-Marie Bataille connaissait un des auteurs de cette équipe, et ça a été une idée de collaboration, mais bon, c'est plus complexe à mettre en place et beaucoup de travail, je pense. Donc voici un peu le design de l'étude que l'on souhaite mener. L'idée, bon, comme je l'ai dit, le gold standard, on ne peut pas s'en passer, c'est de faire quand même des échelles psychométriques à l'inclusion des patients, la PANSS notamment, c'est inévitable, et faire une IRM fonctionnelle avec de l'EMA pendant une semaine. Et donc l'idée, c'est d'avoir un peu des corrélats physiopathologiques, des symptômes négatifs avec l'IRM, et puis déjà d'avoir aussi des infos sur la fluctuation de ces symptômes au quotidien chez les patients. Et puis refaire ces évaluations, bien entendu, après neurofeedback, pour là avoir déjà l'EMA, ça peut être aussi un outil en plus qui peut montrer l'efficacité avec une réduction des symptômes au quotidien. Et puis, pareil, faire de la psychométrie et de l'IRM fonctionnel après pour là voir si les zones entraînées ont bien été modulées et avoir une validité. Concernant le neurofeedback, bon, comme l'a dit Pamela dans sa présentation, l'idée c'est de faire un essai randomisé contrôlé de bonne qualité, un groupe contrôle, un groupe expérimental, de l'aveugle. Les deux approches, pour le moment, ne sont pas exclues. On est en lettre d'intention pour une approche plus EEG pour une étude pilote, mais l'IRM fonctionnel est tout aussi indiqué. Voilà, pour conclure, j'espère donc vous avoir, j'ai pas parlé que de neurofeedback, mais j'espère que ça vous intéresse aussi un peu les approches EMA, que ça peut être une méthode complémentaire dans les essais cliniques. Dans notre cas, ça permet aussi d'évaluer la fluctuation des symptômes en vie réelle, d'évaluer les facteurs qui peuvent médier les symptômes, et puis différencier les symptômes négatifs de la dépression. Il y a un symptôme commun, l'anédonie, et chez 30% des patients. Et puis, ça peut être un outil en plus pour évaluer l'efficacité de la thérapie neurofeedback. Et puis, concernant le neurofeedback en lui-même, traiter les symptômes négatifs, il y a très peu de choses qui existent encore donc, sur ces symptômes, et c'est un lourd fardeau pour ces patients. Une approche qui est non invasive, avec peu ou pas d'effets secondaires, et puis des mécanismes d'autorégulation et de plasticité qui donnent des effets assez durables. Et donc, comme l'a dit David, c'est moi qui parle de ce projet, mais on est nombreux à travailler dessus, à Bordeaux avec l'équipe INSIA et le centre expert, à Rennes avec notamment Jean-Marie Bataille, et puis à Paris avec Pauline Fabre et Jocelyn Wenou, que je remercie et que j'associe. Merci de votre attention.